La première étape de notre étude consiste à avoir un personnage qu'on peut déplacer au clavier avec les touches, avec les 4 flèches. Ce personnage va respecter les obstacles. Là, ici, ce sont des murs qui sont en rouge. Il est enfermé dans le monde, donc il ne peut pas sortir ni à droite, ni à gauche, ni en bas, ni en haut. Donc ce sera notre première étape. Alors j'ai créé un projet que j'ai appelé Études Aventure 1. Et dans ce projet, j'ai défini 3 filtres, ce que sous Visual Studio on appelle des filtres. Ce sont en réalité des dossiers dans lesquels on va pouvoir ranger le code. Donc le premier, c'est pour les entêtes. Donc dans les entêtes, j'ai ma librairie. C'est une librairie spécifique, enfin une bibliothèque spécifique à ce projet, qui va être classée avec des sortes d'onglets que j'ai fait manuellement comme ça. Donc par exemple ici je vais ranger tout ce qui concerne les niveaux, ensuite tout ce qui concerne le joueur, et dans les versions plus élaborées on aura plus de choses. On aura un onglet comme ça général, les niveaux, le joueur, les trésors, et on aura aussi les ennemis. Voilà, les ensembles d'ennemis, donc ça c'est un émisseur, un ensemble d'ennemis, le contrôle du jeu. Ça permet, alors la librairie vue comme ça, c'est très pratique, ça permet d'avoir une cartographie de son projet, et ça permet d'y voir assez clair. Maintenant, si le projet augmente en complexité, on peut être amené à faire une bibliothèque par point C, par source. Et là, en l'occurrence, pour commencer, j'ai donc un dossier source, et je ferai un fichier source par thématique, par élément nécessaire au jeu. Donc là, par exemple, il y aura le joueur. Donc le joueur a son point C, et je rassemble sur ce point C tout ce qui concerne le joueur. Les niveaux, pareil, ils ont leur point C. Et je rassemble sur le niveau tout ce qui concerne le traitement des niveaux. Et le main également, qui lui est la tête du jeu. Et l'entrée, et là aussi il y aura quelques fonctions, pas beaucoup, mais quelques fonctions qui supervisent en fait le déroulement du jeu. Alors à propos des filtres sous Visual Studio, ici, ces dossiers donc qu'on peut installer dans le projet. Pour les obtenir, en fait, il faut aller sur le projet lui-même, faire ajouter, et là, vous avez nouveaux filtres, et à ce moment-là, vous pouvez les ajouter. Et alors, ces filtres, vous les retrouvez dans le dossier du projet. Ça correspond à ce fichier, donc .filter. Et si vous l'ouvrez, vous verrez que c'est un fichier XML, en fait. Voilà, vous voyez, qui prend toutes les informations nécessaires. Voilà, donc voilà, c'est juste un fichier comme ça que vous pouvez ouvrir avec le bloc-notes. Le monde sera divisé en plusieurs niveaux, et chaque niveau sera une matrice de nombres comme celle-là, et tout ce qui concernera les niveaux sera rangé sur le fichier niveau.c, avec en complément des informations et des déclarations qui seront dans la bibliothèque principale aventure.h. Alors, une matrice de nombres, donc c'est-à-dire que chaque nombre correspond à quelque chose dans le monde. Donc par exemple, le 1 ici, ce sont les bords du monde. Le 0, ça correspond à rien, ça deviendra de l'herbe en fait. Ce sont les zones dans lesquelles le joueur peut se déplacer. 2, ce sont des murs, ce sont des obstacles infranchissables. Voilà, donc le premier niveau est très simple, comme ça, il y a juste trois qualités possibles de sol pour le relief. Et avec cette matrice, on trouve sur le point C tout simplement une fonction d'affichage. Et la fonction d'affichage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parcourt la matrice, donc c'est une double boucle for. Donc pour chaque ligne ici,
je regarde chaque colonne ici, hein, et je fais un switch selon la valeur trouvée à chaque position. Donc pour chaque position, si je trouve rien, je prends la couleur 0, c'est-à-dire noir, la lettre espace, c'est-à-dire pour le fond. Si je trouve du bord, à ce moment-là, je prends la couleur 9, je prends une lettre au hasard, une lettre majuscule au hasard, c'est-à-dire au moins grand A plus une valeur aléatoire jusqu'à la fin de l'alphabet. Et si je tombe sur du mur, c'est-à-dire la valeur 2, à ce moment-là, je prends la couleur 12 qui est rouge, je la décale sur les 4 bytes de gauche, à savoir, ça me donne la couleur pour le fond, et je prends comme lettre l'espace aussi, ce qui me permettra d'avoir un fond d'une couleur unie. Et finalement, j'affiche le caractère que j'ai obtenu à la position où je me trouve, donc le caractère et de la couleur obtenue également. Alors DEC X et DEC Y, tous les affichages seront soumis à ce décalage de façon à ce que la matrice ne soit pas collée sur le bord en haut à gauche. Hein, c'est juste pour pouvoir la centrer un petit peu dans la console. La fonction Audrochar, c'est une fonction qui se trouve dans la bibliothèque d'outils, qui se construit au fur et à mesure des projets. Donc dans cette bibliothèque d'outils que j'ai rangée dans le filtre outils, on a la bibliothèque elle-même avec toutes les déclarations, donc un enum qui récapitule toutes les couleurs. Oui, j'utiliserai plutôt ça en fait dans les versions suivantes, parce que c'est quand même plus facile de s'y retrouver au niveau des couleurs, plutôt que d'utiliser les nombres correspondants. J'ai repris cette liste sur internet, hein, c'est une liste que j'ai trouvée chez Microsoft, je crois. Donc dans la bibliothèque outils.h, on a évidemment toutes les déclarations des fonctions, et ces fonctions sont définies sur le point C, outil.c, ici. Alors j'ai réécrit un certain nombre de choses, donc par exemple get console out. Donc la bibliothèque outils pourrait faire l'objet d'une vidéo en elle-même pour pouvoir être bien expliquée. Et la fonction là qui va être utilisée pour l'affichage, c'est la fonction qui va remplacer goToXY avec TextColor et Puchar. Donc c'est Audrochar qui va utiliser plutôt pour avoir une qualité plus rapide d'affichage la fonction white console output, hein, qui fait partie de windows.h. Voilà, donc je ne vais pas la détailler là maintenant parce que ça va prendre un peu de temps et c'est pas vraiment le sujet pour l'instant. Donc cette fonction en tout cas, elle prend la position à laquelle on veut écrire quelque chose dans la fenêtre console, la lettre que l'on souhaite afficher à cette position dans la console et la couleur qui prend à la fois la couleur du fond pour la lettre et la couleur de la lettre. La fonction affiche niveau et la matrice sont déclarées dans la bibliothèque aventure.h. Donc dans cette bibliothèque, j'ai utilisé pragma once ici, hein, plutôt que ifndef, dsdefine, ndif. Ici, je trouve les définitions sous forme de dsdefine de decx et decy, donc c'est un décalage de 5. Mais ça, on peut le changer très facilement. La taille, également sous forme de dsdefine, dans la rubrique niveau, hein, j'ai mis là, ça concerne les matrices. La première matrice, le premier niveau, qui est là, on verra comment faire pour avoir plusieurs matrices après. La définition du sol, c'est quand même plus simple d'utiliser ces mots plutôt que les nombres correspondants, hein, parce qu'au moins on s'y retrouve un petit peu mieux, on comprend un petit peu mieux. Et la déclaration de la fonction d'affichage. Dans la section joueur de la bibliothèque aventure.h, il y a la définition d'une structure joueur. Un joueur, il a une position, il a un déplacement, et le déplacement intègre un compte tour en fait. Et on verra pour quelle raison.
et bien sûr un pas d'avancement avec dx, dy. La lettre qui correspond au joueur et sa couleur. Alors au départ, j'avais tout mis en float, la position et le déplacement, en me disant que sur le terrain, il y aurait des zones où on avance moins vite que sur d'autres. Donc par exemple, au lieu de faire un pas de 1, ce serait un pas de 0,5 quand on est dans un marécage, dans l'eau ou dans quelque chose d'autre. Mais en fait, j'ai fait tout le programme sur cette base et j'ai dû tout recommencer parce que c'était très compliqué de gérer les interactions avec des nombres à virgule. C'était difficile parce que la console elle-même, tout est dans la matrice qui correspond au terrain, on ne peut pas être entre deux cases. Donc on était obligé de faire des castes pour rester toujours en int, et c'était un peu difficile à gérer. Donc je suis passé sur autre chose, et l'idée, c'est que quand par exemple je vais être sur du marécage, je vais compter des tours. Donc pour faire un pas, il faudra passer plusieurs tours. C'est-à-dire qu'il faudra que le joueur appuie plusieurs fois sur une flèche pour pouvoir avancer d'un pas. Alors voilà, donc ça sert simplement à compter le nombre de fois où il faut appuyer sur la flèche pour faire un pas de dx, dy. Voilà le principe. C'est pourquoi le déplacement nécessite plus de variables que seulement le pas d'avancement. Donc ici, on a les données nécessaires pour un joueur, regroupées dans une structure joueur, et avec elles, là, on a les déclarations des fonctions qui opèrent les traitements sur ces données. En gros, ça correspond à ce qu'on appellerait en C++ un objet. Donc là, c'est une classe, en fait. Ça serait l'équivalent d'une classe dans la programmation C++ objet. Alors, les définitions de ces fonctions sont ici, et également l'instance, ça c'est un joueur particulier, qui est déclaré ici en global sur le fichier joueur.c. Donc le mot-clé statique ici signifie que ce joueur-là ne sera visible, il est global, mais il ne sera visible que sur le fichier joueur.c. Statique ici, ça réserve en quelque sorte ce joueur au fichier joueur.c. Donc ça permet d'éviter qu'il puisse être appelé par ailleurs, et donc ça encapsule en quelque sorte cette donnée dans un espace réservé, dans un espace limité. Alors maintenant, la première fonction, c'est toujours la même chose, la première fonction, c'est une fonction d'initialisation du joueur. Alors, pour l'initialisation du joueur, premièrement, je prends une position au hasard dans la matrice, donc xy modulo ty rand. Et par contre, le problème, c'est que je peux tomber sur un bord ou sur du mur. Alors, dans ce cas-là, c'est pourquoi ce while, donc je fais l'hypothèse que je suis sur du mur ou sur un bord. Donc, while la position obtenue est supérieure à rien, donc c'est 0, le bord c'est 1, le mur c'est 2, donc tant que je suis sur un bord ou que je suis sur un mur, ça revient à dire ça, je tire à pile ou face pour savoir si je me déplace plutôt à l'horizontale ou plutôt à la verticale, de façon à ce que ce ne soit pas régulier, que ce ne soit pas toujours le même principe. Alors si je tombe sur l'horizontale, donc je vais augmenter x de 1, c'est-à-dire que je vais chercher en x une position dans la matrice qui ne soit plus de façon à modifier et ne plus être sur un bord ou sur un mur. Et je finirai fatalement par en trouver une. Donc une fois que j'en aurai trouvé une, c'est-à-dire qu'une fois que le test ici deviendra faux, à ce moment-là, on quitte la boucle, on a bien une position sur rien, et à ce moment-là, je récupère la position obtenue. Le compte tour, je le mets à 0, et le nombre de tours nécessaires pour faire un pas, ici c'est 1,
C'est-à-dire que quand on est sur un terrain normal, à chaque fois qu'on appuie sur la flèche, on fait un pas. Hein, donc ça veut dire ça en fait. Hein. Donc dx, dy sont égales à 1, c'est-à-dire le pas c'est toujours 1. La couleur, ici c'est bright green, donc bright green que je prends, donc c'est dans outils.h. Voilà, donc bright green c'est ici, ça vaut 10 en fait. Hein. Et on peut le savoir d'ailleurs comme ça, hein, Visual Studio peut nous l'indiquer. La lettre que je vais prendre c'est 2. Alors cette lettre c'est la petite tête, hein, qu'on obtient une petite tête. On a au début, je sais plus, c'est 1, 2, 3, 4, je crois. Il y a aussi le trèfle, le pic, etc. qu'on a comme ça. Et puis j'appelle la fonction d'affichage pour le joueur au moment même de l'initialisation dans la fonction init. Alors on pourrait les découpler, mais bon, là pour l'instant ça pose pas de problème. Alors la fonction d'affichage, c'est simplement au drawchar avec les données spécifiques au joueur. Donc toujours le décalage, hein, donc la position XY décalée de deck X, deck Y. Hein, ça c'est le premier paramètre. Ensuite, la lettre correspondante au joueur ainsi que sa couleur. Pour l'effacement, c'est la même chose, hein, sauf que je vais prendre donc les coordonnées du joueur, sa lettre, et je vais le mettre en noir. Voilà. Alors, la fonction importante, c'est la fonction run. Cette fonction, elle est appelée dans le main ici. Alors, dans le main, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le main, premièrement, on affiche le monde. On affiche la matrice, hein, le niveau, quoi. Ensuite, on initialise le joueur, donc la fonction qu'on vient de voir. Et on a une boucle infinie, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas appuyé sur Escape, on va voir ça tout à l'heure, ça tourne. En fait, tant que fin est égal à 0, ça tourne. Hein. Donc on appelle joueur run. Joueur run retourne une valeur justement qui va peut-être mettre fin à cette boucle. Ça c'est vraiment le moteur du jeu. Alors cette fonction joueur run retourne donc un int. Donc cet int ça sera fin, c'est ici fin par défaut est égal à 0 et à la fin on va le retourner ici. Hein. Et si on appuie sur une touche, à ce moment-là, il se passe plusieurs choses. Donc on récupère la position du joueur, la position courante du joueur, on récupère également la touche, et on fait un switch sur cette touche. Si celui qui joue appuie sur la touche Escape, à ce moment-là on met fin à 1, break, on sort du switch, et du coup on retourne fin ici, qui sera 1. Donc on met fin au jeu. Si le joueur appuie sur Return, à ce moment-là, on va réinitialiser la partie. Donc on efface toute la console avec la fonction OClair console qui se trouve dans la bibliothèque outils. On affiche le niveau, hein, on réaffiche le niveau et on réinitialise le joueur. On lui donne une nouvelle position. Alors ce qui est important, c'est surtout les flèches et le mouvement du joueur. Donc, quand on appuie sur une flèche, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a joueur bouge, donc si le joueur bouge, justement, ça c'est la fonction qui va être très utile pour les niveaux suivants, quand il y aura différentes natures de terrain, ce qui fait que le joueur ne bougera pas toujours de la même façon selon le sol sur lequel il reposera. À ce moment-là, on doit compter le nombre de tours. Donc joueur bouge, retourne, false retourne un booléen, c'est-à-dire false, il ne bouge pas, true, il bouge. Donc le compteur qui est à 0 au moment de l'initialisation est incrémenté de 1. Donc là, il passe à 1. Et le nombre de tours qui est à 1 au moment de l'initialisation actuellement, hein, quand il marche sur de l'herbe, enfin sur du rien, il marche normalement. Donc à chaque tour,
il avance d'un pas. Donc à ce moment-là, compte égale NB tours. Donc je remets le compte sur 0, res égale true. Donc pour l'instant, le résultat sera toujours vrai. Voilà, donc compte sera augmenté de 1, et comme le nombre de tours c'est 1, ça sera toujours vrai. Donc je retournerai toujours vrai. Alors je reviens au niveau des flèches. Donc si on appuie sur 72, c'est-à-dire la flèche qui monte, donc si il bouge, donc là c'est sûr, ça sera vrai, il va bouger. L'idée, ça va être de simuler le déplacement. Donc qu'est-ce qui se passe si j'avance? Donc PY, je le rappelle, c'est ce qu'on a récupéré ici, c'est sa position courante. Donc j'ai récupéré la position courante et je vais faire un mouvement virtuel. Donc, si j'avance, ça voudrait dire que je fais PY moins, puisque je remonte, donc moins joueur.dy. Alors il y a première condition, il faut rester dans la matrice. Il ne faut surtout pas s'échapper en se trouvant en négatif, par exemple. Parce que sinon, on sort de la matrice et on va planter. Donc si ça, c'est vrai, premièrement. Et ensuite que dans la matrice, à la position donc PY moins joueur.dy PX, c'est égal à rien. Si ça c'est vrai aussi, c'est-à-dire que s'il se déplace et qu'en se déplaçant il arrive sur du rien, à ce moment-là, j'opère le déplacement. Donc c'est-à-dire à la position courante, je retire un pas. Voilà. Alors le principe va être le même exactement pour toutes les flèches, sauf que le déplacement, lui, ne sera pas le même. Donc si on va vers le bas, à ce moment-là, c'est toujours PY qui est concerné, mais on ajoute le déplacement et on doit commencer par vérifier qu'on reste dans la matrice en regardant si on est inférieur à TY. TY, la valeur TY n'est pas dans la matrice. La dernière valeur, c'est TY-1. Pourquoi? Parce qu'on va de 0 à TY-1, ce qui nous fait TY position. Donc premièrement, on regarde si on reste bien dans la matrice, et si à cette position, donc en PY plus joueur.dy PX, il n'y a rien, dans ce cas-là, je peux avancer, donc j'avance. J'ajoute à ce moment-là à PY le déplacement, je lui ajoute un pas. Pour aller à droite ou à gauche, on fait la même chose, sauf que cette fois, c'est PX qui est concerné. Pour aller à droite, on fait plus DY, on regarde si c'est plus DX, on regarde si c'est inférieur à TX. Si oui, à cette position, donc PY, PX plus joueur.dx, s'il n'y a rien, à ce moment-là, j'opère le pas, je fais donc l'addition. Et si je vais plutôt à gauche, dans ce cas-là, c'est moins dx. Est-ce que je reste dans la matrice? Si oui, est-ce que à cette position, il n'y a rien? S'il n'y a rien, à ce moment-là, je fais le pas. Donc je retire dx. Une fois que j'ai fait ça, une fois qu'une flèche aura été appuyée, quand je sors du switch, ici je regarde, est-ce que la touche est différente de VK-Return? Pourquoi? Parce que si on a réinitialisé la partie, à ce moment-là, il ne faut pas toucher aux coordonnées du joueur. C'est-à-dire que PX, PY ne serait plus valable. Donc il ne faut pas rentrer dans ce if en cas de réinitialisation. Donc si ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas appuyé sur VK-Return et qu'il y a eu déplacement, c'est-à-dire que soit PX est devenu différent de sa position initiale, de la position courante du joueur, soit PY est devenu différent de la position initiale du joueur. Il suffit que l'un ou l'autre soit vrai pour qu'effectivement on sache qu'il y a mouvement. Alors s'il y a mouvement, je dois commencer par effacer le joueur à ses coordonnées courantes, c'est-à-dire avant de le faire bouger, je commence par l'effacer. Ensuite, je récupère les coordonnées que j'ai obtenues, les nouvelles coordonnées, et je l'affiche aux nouvelles coordonnées. Voilà, c'est tout en fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je sors de ce if, je sors
je sors de ce if là, hein, if kbit, je sors de la gestion des touches du clavier et je retourne fin. Voilà, donc je ramène ici au main et c'est tout. Donc maintenant on peut tester pour voir. Voilà, donc on a notre personnage qui respecte bien les bords, voilà, les bords, les murs, et qui peut se déplacer de un en un à chaque fois qu'on appuie sur une flèche.